plutôt que d'attaquer, enfin, vis-à-vis de Madame Schiappa, c'est plutôt, elle aurait dû se poser la question, pourquoi il y a des gens dans la rue? Qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui pour qu'il y ait des gens qui soient dans la rue, qui portent un gilet jaune? On porte un gilet jaune pourquoi? Parce qu'on a un problème avec sa voiture et on appelle à l'aide. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il fallait le prendre. Et j'ai pas l'impression que l'État s'est bien rendu compte de ce qui se passait en France. Il y a des gens qui sont vraiment, vraiment au bout, qui ont du mal à finir le mois, parce qu'en fin de compte, c'est ça l'esprit gilet jaune. C'est vivre dignement de son salaire, vivre dignement. C'est tout ce que demandaient les gens. L'essence, les 80 km/h, c'est ça qui a été l'effet déclencheur. Mais les problèmes des gens, enfin, je veux dire, je suis un petit peu embêté parce que on n'est pas rentré dans le, enfin, l'État n'est pas rentré dans le fin fond du problème. Il aurait mieux valu le prendre à l'envers et dire voilà, s'il y a 300 000 personnes le 17 novembre dans les rues, c'est qu'il y a un problème chez moi. C'est ça qu'aurait dû se poser. Moi, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je dirais que deux choses. D'abord, c'est beaucoup des gens qui sont dans les allées du pouvoir vivent un peu dans leur bulle. Ils sont protégés. Ils ont tendance à minimiser les problèmes. Actuellement, dans les allées du pouvoir, on considère que le mouvement des Gilets jaunes c'est terminé, que c'est quelques personnes qui ont été, vous avez vu les déclarations récentes de Macron, que c'est des personnes qui ont été manipulées, etc. Ça, c'est une partie de la réponse. Une deuxième partie de la réponse, c'est que quand même, au sommet de l'État, on sait quand même à quoi s'en tenir. Il y a quand même des remontées des renseignements généraux. On sait quand même que la situation n'est pas bonne et qu'il y a des revendications. Simplement, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est que les dirigeants français n'ont plus le pouvoir. Voilà. C'est ça le truc. Il faut arrêter que les Français croient que les décisions qui sont prises par l'État sont prises par des gens qui malheureusement ne sont pas bien au courant. Donc si on les informe, ils vont changer. Non. Ça, c'est le mythe du bon roi. Vous savez, le bon roi, il est gentil, mais il est mal conseillé. Si moi je lui donne les bonnes informations, il va changer, il va faire une autre politique. Non. Non, 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 non. Il faut bien comprendre que la France est sous tutelle étrangère et que les dirigeants français font semblant de diriger la France. Font semblant. Ils portent sur eux, ils sont payés pour ça, ils portent sur eux la responsabilité des mesures qui sont prises, mais fondamentalement, ils obéissent à des directives venues d'ailleurs. Venues d'où? Venues de la Commission européenne. Nous sommes le seul parti politique. Comment ça se fait d'ailleurs que les autres partis politiques ne parlent jamais aux Français de ce rapport qui est fait chaque année par la Commission européenne, qui s'appelle le rapport sur les grandes orientations des politiques économiques, des GOPE, qui est prise en vertu d'un article des traités européens qui s'appelle l'article 121 et qui a pour objectif d'assurer la prétendue viabilité de l'euro. Donc chaque année, la Commission européenne indique à la France ce qu'elle doit faire. Mais ça va loin. Ça va jusque, par exemple, le fait qu'il faut diminuer le nombre de communes en France, fusionner le nombre de communes. Là, la Commission européenne a tapé du poing sur la table il y a encore quelques jours. Là, le nombre de communes est encore trop important. Il faut accélérer la diminution. Vous avez venu de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne des mesures de rigueur. Les Français vivent au-dessus de leurs moyens. Il faut diminuer le coût des prestations sociales. Il faut faire de la déflation interne, comme disent les spécialistes. Il faut privatiser les services publics. Ce sont des injonctions, des demandes qui viennent de Bruxelles. Moi, si vous rencontrez d'autres responsables politiques, vous devriez, parmi les questions qui sont systématiquement éludées par tous les autres, leur demander ce qu'ils pensent du rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques. Voilà. Et s'agissant moi, je sais quelle est la situation de beaucoup de Français. J'ai une maison de campagne, une petite bicoque dans la Nièvre. Je vois bien que la pauvreté, elle est cachée parfois à la campagne, parce qu'il y a des gens qui vivent très, très en dessous du SMIC, ou des retraités qui ont vraiment. Donc il y a une espèce d'entraide villageoise, mais il y a vraiment des gens qui sont dans la misère. Et c'est confirmé par les statistiques de l'INSEE sur la. Vous avez en France depuis à peu près le tournant du millénaire, depuis l'an 2000, vous avez à peu près régulièrement un appauvrissement tendanciel des classes moyennes. Alors il en reste encore, mais les classes moyennes, elles ont des employés maintenant, ils ont du mal à finir le mois à partir du 15 ou du 20 du mois. C'est un peu juste. Les gens qui étaient les catégories les plus populaires, celles qui avaient les moins de revenus, il y en a un pourcentage qui bascule en dessous du seuil de pauvreté. Et on voit se répandre
dans les grandes villes comme à Paris, par exemple, je suis effaré du nombre de SDF qu'il y a maintenant à Paris. Moi, ça me rappelle... il y en a partout. Moi, ça m'a rappelé, par voir, je me rappelle quand j'étais étudiant, j'étais allé en Inde, sac à dos, en 1978, quand j'étais arrivé à New Delhi, j'avais été effaré, effrayé par la pauvreté. On dit on n'est pas à New Delhi, mais le nombre de gens qui couchent dans la rue maintenant à Paris, quand j'étais petit, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Maintenant, et puis à l'autre bout de l'échelle sociale, vous avez une toute petite minorité de gens qui gagnent des fortunes de plus en plus considérables. Et voilà. Et ça, donc, on a ce que les spécialistes appellent l'ouverture de l'éventail social ou l'ouverture des revenus. En fait, pendant les 30 glorieuses, pendant les années 50, 60, 70 du XXe siècle, il y avait eu une diminution des écarts sociaux. Maintenant, on a une réouverture des écarts sociaux et malheureusement, il n'y a pas de cesse à ça. Il n'y a pas de cesse parce que les Français sont mis en concurrence frontale au sein de l'Union européenne, déjà, avec des pays comme la Bulgarie. Vous savez que le SMIC en Bulgarie est de l'ordre de 300 € ou 350 € par mois. Pour en revenir un petit peu juste au mouvement des Gilets jaunes, à ce que vous en disiez précédemment, effectivement, il y a des gens de droite, de gauche, il y a des gens d'extrême droite, il y a des gens d'extrême gauche dans le mouvement des Gilets jaunes. Et il y a aussi des abstentionnistes qui s'abstiennent pour des raisons politiques, parce qu'ils considèrent que les partis politiques en place ne sont pas en mesure de les représenter. Et justement, quand on s'est regroupé en fait le 17, c'était principalement pour des raisons économiques, que ce soit personnelles ou pour les autres. En fait, on voit bien qu'il y a une espèce d'appauvrissement, ou en tout cas, il y a une couche dans la société. Il y a une couche dans la société en fait qui s'appauvrit, et qui se précarise en fait. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un chiffre comme ça qui le prouve très bien. En 85, il y avait à peu près 5% de la population française qui était précaire. Je crois qu'en 2015, le chiffre qui est sorti, c'est à peu près 12,5% des Français qui sont précaires. Donc c'était bien pour des raisons avant tout économiques en fait qu'on est sorti dans la rue. Et d'inégalité fiscale, etc. évidemment. Enfin, toute la question économique. Mais en fait, ce qui s'est passé le 17 novembre, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, c'est que du coup on a commencé à se parler, mais des gens de droite, des gens de gauche, des abstentionnistes, des extrêmes droites, des extrêmes gauches, etc. Et qu'en fait, en dessous des partis pour lesquels on votait ou ne votait pas, on s'est rendu compte qu'on faisait le même constat. C'est qu'en fait, les institutions ne nous représentent pas. Qu'on soit un électeur de droite, un électeur de gauche, etc., on est systématiquement déçu. Sarkozy, il a déçu la droite. Hollande, il a déçu la gauche. Enfin, en fait, donc, peu importe qu'on soit électeur de droite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a ni droite ni gauche, en fait. La droite existe, elle a des valeurs, elle a des idées. La gauche existe, elle a des valeurs, elle a des idées. Mais on se rend compte que quand ça passe au niveau politicien, en fait... systématiquement, les électeurs ne sont pas représentés. Et du coup, moi, c'est un peu la question que je me pose, c'est si on fait bien le constat que les institutions, en fait, ne sont plus actuellement en mesure de nous représenter, je pense que c'est vraiment ce qui fait le commun, en fait, de tous les citoyens gilets jaunes, de droite comme de gauche. Et il faut qu'il y ait des gens, des gilets jaunes de droite, il faut qu'il y ait des gens de gauche et de toutes les tendances, etc. Mais du coup, à quoi bon se structurer politiquement? Autrement dit, à quoi bon faire en sorte qu'il y ait des maires gilets jaunes, voire peut-être des députés gilets jaunes, etc. Alors que de toute façon, c'est un problème institutionnel, vous voyez? Enfin, c'est un peu la question que je me pose, en fait. Mais vous avez raison, c'est une excellente question, mais je crois y avoir déjà répondu, mais je vais revenir dessus. Le problème, le secret, si vous voulez, le grand secret, d'ailleurs, c'est Michel Barnier lui-même l'avait dit, de la société française, comme d'ailleurs c'est le même cas en Belgique, c'est le même cas dans les autres pays d'Europe, c'est qu'on élit des gens au niveau gouvernemental qui n'ont plus les manettes. Et ça, on le cache à la population. Quand moi je dis que tout est décidé à Bruxelles, à Francfort pour la BCE, à Bruxelles pour la Commission européenne ou à Washington pour l'OTAN, les gens disent vous êtes complotistes, conspirationnistes, circulez, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. En fait, la France, elle me fait penser... Je sais que c'est compliqué à comprendre. Enfin, c'est pas compliqué, mais... Imaginez, j'ai trouvé une image. J'espère qu'elle va parler aux gens voilà. La France, c'est comme vous faites monter des Français, c'est le peuple français comme des passagers qui monteraient dans un avion. Bon, ils montent dans un avion. Et puis le plan de vol a été déposé pour l'avion. Le plan de vol, c'est la destination. La destination, c'est Paris-Berlin. Mais les Français montent dans l'avion, ils ne le savent pas. Ils montent dans l'avion, et puis après, on leur fait passer devant eux, la présidentielle, il y avait 11 candidats, on leur fait passer 11 projets, 11 commandants de bord, qui passent devant eux.
Alors il y en a un, ah oui, il est jeune, il s'appelle Emmanuel, c'est le jeune le commandant de bord Macron. Ah oui, il est mignon, il est jeune, etc. Et il dit, pensez, vacances les amis. Les gens se disent, ah, il va nous emmener aux Antilles, c'est vachement bien, moi j'ai toujours rêvé d'aller aux Antilles. Bon. Après, vous en avez une dame qui vient, qui s'appelle la commandante de bord Marine. Alors, il y a des gens, oh, surtout pas, elle est très très mauvaise, elle est un très mauvais commandant de bord, elle va nous planter. Mais si, elle a raison, parce qu'en fait, il faut aller plutôt... Moi, je veux pas... si on va aux Antilles, il y a des Noirs, moi, je veux aller dans un pays en Scandinavie, etc. Je vais aller voir des blonds, va. Puis vous voyez tout le monde défiler. Moi, j'arrive là-dedans, et je dis aux passagers, je dis... Écoutez-moi bien, ça ne sert à rien de voter pour qui que ce soit, puisque le plan de vol, il est déjà fixé. Et c'est Paris-Berlin. Sauf que moi, quand j'arrive là, on me fait taire dans les médias, et on dit que je suis complotiste. Je suis d'extrême droite. Et beaucoup de Français, ah non, c'est qui lui, sinon? Oh non, il paraît qu'il est complotiste. Les gens ne vont pas chercher plus loin. Bon. Finalement, les gens se disent, je vais voter pour le jeune commandant de bord, il est séduisant, etc. Ils votent pour le commandant de bord Macron. Il s'installe dans le pilotage. Après ça, on fait lire le personnel navigant commercial, hein, les hôtesses de l'air. Donc il y en a qui sont de l'équipe Macron. Non, ça, c'est les députés. Puis une fois que tout ce sketch est terminé, on ferme les portes de l'avion. Et le commandant de bord commence à dire « Mesdames et messieurs, serrez-vous la ceinture. » On décolle. Les gens sont persuadés qu'on va aller aux Antilles. Il avait dit « Pensez printemps, les amis. Pensez vacances, les amis. » On les a fait rêver. L'avion décolle, les gens pensent qu'il va prendre la direction du sud-ouest, direction la Martinique. Et pas de peau. L'avion prend la direction du nord-est. Et il débarque, au lieu de débarquer à Fort-de-France avec 30 degrés à l'ombre, il débarque à Berlin, il fait -2. Voilà. Et là, les gens découvrent d'un seul coup que c'est pas du tout ce qu'ils avaient cru. Qui a raison dans l'histoire? Celui qui a raison, c'est celui qui vous dit il y a déjà un plan de vol. Ce plan de vol, la destination, elle est déjà fixée. Là, la destination de la France, elle est déjà fixée. C'est pour ça qu'il y a des gens qui m'ont brocardé parce que je citais les traités européens, les articles. Mais dans la vie quotidienne, tout le monde a eu un moment ou un autre dans sa vie affaire à un contrat. Contrat de travail, contrat de mariage, contrat pour acheter un appartement ou une maison. Vous savez qu'il faut regarder les clauses pour pas vous faire avoir. Parce que si un jour il y a un conflit, eh ben, si vous allez devant le juge, il regardera les clauses du contrat. Donc moi, j'ai cité des articles des traités européens. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit que c'est un hurluberlu, oh là, il connaît. Mais les gens qui se sont détournés parce que je citais les traités, c'est un peu dingue si vous y réfléchissez. C'est comme si, par exemple, vous alliez voir vous avez un problème avec votre employeur et puis vous allez voir un spécialiste du droit du travail, un avocat, et qui dit je vois très bien ce que c'est, il y a un abus de pouvoir au sein de l'entreprise, ces articles du code du travail, tac, et tac. Et comme si vous vous enfuyiez en disant oh là là, il connaît trop bien le code du travail, je vais aller voir un charlatan. Non, il faut donner le pouvoir aux gens qui connaissent comment ça marche et qui vous expliquent comment ça marche. Puisque vous allez voir des autres responsables politiques, demandez-leur ce qu'ils pensent des articles des traités. Il y en a quoi, une dizaine à connaître. L'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui impose la libre circulation des mouvements de capitaux. C'est de là que découlent les délocalisations. C'est l'origine de l'appauvrissement des Français. C'est aussi l'origine de l'évasion fiscale qui se chiffre en dizaines de milliards d'euros, plus de 110 milliards d'euros, qui impose le fait que le budget ne peut pas être contrôlé. Il faut que vous lui demandiez l'article 121 qui fixe les rapports des grandes orientations des politiques économiques. Et vous verrez que tous les responsables politiques à qui vous allez parler comme ça, d'abord ils vont être très mal à l'aise parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'un des grands secrets aussi, c'est qu'on a une classe politique de gens qui ne travaillent pas assez leurs dossiers, qui sont là, ils font de la com, de la pub, mais dans le fond, ils ne savent pas de quoi ils retournent. Et si vous les coincez, vous savez ce qu'ils vont vous dire. Ils vont tous vous dire « Ah oui, mais moi je suis d'accord, mais moi je suis pour une autre Europe. » Voilà, c'est ça qu'ils vont vous dire.
Entre autres, il y a la pérennisation de la sécurité sociale, il y a le retour de l'ISF, il y a la mise en place du RIC, il y a au niveau écologique le développement des transports en commun ferroviaires, les 11 000 km de lignes qui sont abandonnés depuis des années, qui sont véritablement des vraies mesures écologiques qu'on peut mettre en place immédiatement. Mais il faut qu'il y ait une vraie décision politique. Et vous le disiez tout à l'heure, les politiques n'ont plus le pouvoir en France. Et nous, on estime, et ça c'est ce qui a fait le dégagisme de 2017, qui a commencé à dire que les politiques ne nous écoutent plus depuis 40 ans, mais nous, voilà ce que l'on veut. Sinon, on risque de finir, comme en Angleterre, par un Brexit, un Frexit français. Mais pourquoi on risque? C'est une grande chance. C'est la seule solution. Après, c'est la position des uns et des autres, c'est des convictions politiques. Oui, non, mais attendez, mais là, on touche du doigt, parce que là, je viens de parcourir. C'est 98% compatible avec l'UPR. Parce que nous, on veut nationaliser les autoroutes. On veut inscrire, dans mon programme, il y avait l'inscription de la sécurité sociale dans la Constitution. On veut revaloriser le SMIC. On veut arrêter la destruction des services publics, notamment en zone rurale. Enfin, je parcours tout ça. Donc ça serait intéressant, effectivement, par rapport au début de la question de Marco, c'est de dire, seriez-vous prêt à monter un groupe de travail? Peut-être pas, mais que... Non, mais moi, je veux pas, peut-être, moi, personnellement, peut-être pas moi-même, mais on peut très bien avoir un groupe de travail. Moi, ce que je pense, si vous voulez, je reviens à l'histoire de mon avion. Ce que vous me mettez là, c'est voilà ce qu'on va faire en Martinique. Mais le problème, c'est qu'on est sur Paris-Berlin. Vous comprenez? Donc le problème, c'est que en fait, ce que vous devriez faire, ce que devraient faire les Gilets jaunes, c'est d'aller manifester à Bruxelles. Mais là, il n'y a plus personne pour y aller, parce que les gens c'est le drame de la France. Les gens surtout qu'ils n'ont pas les moyens. Oui, ils n'ont plus les moyens. Les gens ne comprennent pas. Oui. La relation de cause à effet. Oui, il y a eu des appels, mais le problème, c'est qu'on est tous bridés par les moyens financiers. Oui, mais en plus de ça, il n'y a pas que ça. C'est que les gens, ça leur paraît. Les gens, ils ne comprennent pas. Vous savez, ça fait 12 ans que je fais ça. C'est de l'apostolat. J'ai brisé ma carrière administrative. Je gagne très très mal ma vie. Alors je pourrais gagner des fortunes parce que je suis pas là pour faire pleurer sur mon sort. Mais je vois par exemple le plafonnement des hauts salaires. Bon effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai un collègue de l'Inspection générale des finances, puisque je fais partie de ce grand corps qui s'appelle Frédéric Oudéa. Son salaire a été rendu public. Il est le président de la Société Générale. C'est sur Challenge. Il gagne 280 000 € net par mois. Par mois. Bon. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous sommes dans un système où... Vous savez ce que je vais faire, si vous en êtes d'accord? On va reprendre toutes vos revendications et on va vous renvoyer un document en vous montrant pourquoi c'est inapplicable dans le cadre européen. Parce que ça s'oppose aux directives venues de Bruxelles, ça s'oppose aux traités européens. Vous allez voir. Vous verrez tout ça. Et ça, c'est aucun responsable politique vous le dira. Parce qu'ils sont tous ils cachent tous ce secret. Ils veulent tous arriver. Ils veulent tous avoir une voiture avec des gyros. Moi, je connais les allées du pouvoir. C'est pour ça que les gens, à la limite, peuvent me faire confiance. C'est que moi, j'ai pas été ministre, mais j'ai été dans les cabinets ministériels il y a 20 ans. J'ai voyagé en première classe en avion avec des ministres. J'ai rencontré des chefs d'État. J'ai déjeuné avec Mandela. J'ai serré la main de Jean-Paul II, etc. J'ai vu tout ça. Mais moi, ce que j'ai vu aussi, parce que moi, je n'oublie pas mes ascendants. Moi, mes arrière-grands-parents, c'est des pauvres paysans. Et puis moi, je suis très républicain. Et je me dis, on est en train d'enfumer les Français parce qu'on ne leur explique pas la vérité. Donc moi, ce que je vous propose, je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait un débat dans la Sarthe ou ailleurs, et puis éventuellement avec des responsables de l'UPR. Je suis pas tout seul. J'ai 1000 choses à faire. Mais dans l'immédiat, ce que je vous propose, c'est qu'on reprend ce texte. Ça serait bien si vous pouviez nous l'envoyer sous forme de Word, qu'on puisse le travailler. Et on mettra une colonne avec ce que vous mettez, et on mettra en regard nos commentaires et l'impossibilité face aux traités européens, aux directives européennes, aux recommandations venues de Bruxelles. Avec les numérotations. On vous dira, voilà, la recommandation. Voilà. Et à ce moment-là, ça vous permettra de faire avancer le... Vous comprenez qu'aujourd'hui, je reviens sur le dégagisme de 2017, ce que nous, on veut, aujourd'hui, c'est vraiment une volonté populaire massive, c'est que cesse cette austérité, cette précarité qui est en train de se généraliser par la loi, par les ordonnances, et qu'on mette en œuvre, qu'on prenne en compte les revendications et la souffrance du peuple et de la classe moyenne, en particulier, et de la classe populaire. Si les politiques ne prennent pas en compte, que ce soit vous ou les autres, vous disiez tout à l'heure que le mouvement des Gilets jaunes s'essoufflait, c'est vrai, on en a tous fait le constat, mais il renaîtra d'une façon ou d'une autre, mais il renaîtra, à mon avis, de plus en plus violemment. Je suis sûr. Et donc, si aujourd'hui les politiques n'ont pas pris conscience
qu'il faut absolument prendre en compte, ne pas simplement écouter ou se concerter. C'est véritablement une prise en compte. Et c'est pas comme le gouvernement Macron l'a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire en ignorant les corps intermédiaires. Là, il va bien falloir écouter et prendre en compte. Sinon, le pays va partir à volo. Et il risque de partir vers l'extrémisme politique ou sous d'autres formes, voire guerre civile, puisque ça, on le craint aussi de plus en plus. Les gens qui s'intéressent à la politique le voient bien arriver. Je suis malheureusement tout à fait d'accord avec vous, mais on est dans une phase qui ressemble aux phases pré-révolutionnaires. Regardez Louis XVI. Louis XVI, il savait bien qu'il y avait un problème en France. Il savait bien qu'il y avait eu des très mauvaises récoltes en 1787, encore plus mauvaises en 1788. Il savait qu'il y avait un endettement de l'État qui était très important. Donc il a eu des ministres, il a eu Necker, il a eu Calonne, etc., pour essayer de réformer les finances publiques françaises. Bon. Mais Louis XVI, il savait aussi qu'il ne pouvait pas échapper au pouvoir de la noblesse. La noblesse bénéficiait, depuis Charles VII, et le haut clergé, il ne payait pas d'impôts. C'est-à-dire que les impôts étaient payés par les plus pauvres. Le tiers-État qui représentait 95% de la population française. Voilà. Mais on a un peu la même chose. Les plus riches en France ne payent plus. Ils organisent leur évasion fiscale avec l'article 63. Ils font ressortir Madame Lagarde, elle ne payait pas d'impôts. Vous savez tout ça. Donc, et on fait payer les. Et le problème, c'est que Macron, c'est Louis XVI. C'est que lui, il est tenu non pas par l'aristocratie, mais il est tenu, et le haut clergé, il est tenu par la nouvelle aristocratie de notre époque, c'est-à-dire l'oligarchie financière qui tire les ficelles depuis Berlin, enfin depuis Francfort et depuis Bruxelles. Et la technocratie, accessoirement, oui. On a une dernière question. On a une dernière question à vous poser. On rencontre Monsieur Olivier Faure cet après-midi. On vous laisse la possibilité de lui poser une question. Il y en a beaucoup. Une première question déjà, accepterait-il un débat public sur UPR TV ? Nous lui passerons le message. Voilà. Deuxième question, alors plus technique. Qu'est-ce qu'il pense du rapport des grandes orientations des politiques économiques qui est fixé par la Commission européenne chaque année et qui exige, par exemple, dans tous les domaines, la diminution du nombre des communes, la privatisation des services publics, la vente des barrages hydroélectriques, c'est encore un autre scandale, etc. Qu'est-ce qu'il en pense ? Et comme je sais ce qu'il va vous dire, il va vous dire « je suis contre, ce qu'il faut, c'est changer l'Europe ». À ce moment-là, vous lui poserez la troisième question. Très bien, mais qu'est-ce que vous pensez de l'article 48 du traité de l'Union européenne qui exige l'unanimité ? C'est-à-dire que pour changer l'Europe, il faut obtenir l'autorisation de pays comme le Luxembourg, Malte, Chypre, etc., ou les pays libéraux d'Europe du Nord ou d'Europe de l'Est, qui refuseront toute modification. Voilà. Vous pourrez aussi lui citer ce petit exemple amusant, c'est qu'en 1979, pour la première élection au Parlement européen, le slogan du Parti socialiste, je vous renvoie à mes conférences où j'ai même mis les affiches du Parti socialiste pour la première élection au Parlement européen en 1979, c'était « Vivre au pays, changeons l'Europe ». Et en 2009, c'était changeonsl'Europe.fr. Et aujourd'hui, M. Glucksmann, il propose toujours de changer l'Europe. Bon, 50 ans après, ça va. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas changer l'Europe ? OK. Nous lui passerons le message. Merci beaucoup. Merci à vous.